Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, élection des gouverneurs et des représentants des assemblées locales. Ce samedi au Nigeria, Lagos, le centre économique du pays, est particulièrement convoité pour le poste de gouverneur. La ville dominée ces 20 dernières années par l'APC au pouvoir pourrait bien cette année tomber aux mains de l'opposition. Puis retour sur le 15e sommet des chefs d'État de la CEMAC, la communauté économique de l'Afrique centrale, qui s'est tenu vendredi à Yaoundé au Cameroun. Un sommet largement consacré à la conjoncture économique résiliente dans bon nombre de pays de la sous-région. Nous retrouverons sur place nos envoyés spéciaux. Les conséquences du changement climatique, le continent africain, responsable de seulement 4% des émissions mondiales de CO2, paie le plus lourd tribut. Illustration à suivre sur la situation au Togo et les réponses du gouvernement en matière de gestion des stocks de carbone. Au Nigeria, des élections se sont tenues ce samedi 18 mars. Les électeurs étaient appelés à élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales. Si l'APC au pouvoir a remporté la présidentielle du 25 février, l'opposition cherche, dans le cadre de ces nouvelles élections, à obtenir le contrôle de quelques régions clés, comme la mégalopole de Lagos. C'est un sujet de la rédaction. 3 semaines après l'élection présidentielle remportée par le candidat du pouvoir Bola Tinubu, les Nigérians étaient à nouveau appelés aux urnes ce samedi 18 mars pour élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales dans 28 États fédérés sur 36. Tous les yeux sont tournés vers Lagos, véritable poumon économique du Nigeria. Le poste de gouverneur se joue entre le sortant Babajide Sanwo-Olu, candidat du parti au pouvoir, Gbadebo Rhodes-Vivour du parti travailliste et Olajide Adediran du Parti démocratique du peuple. Ce matin, ma femme et moi sommes satisfaits du travail accompli par la NEC. Nous sommes satisfaits de la façon dont les choses se déroulent jusqu'ici. Je pense qu'il est temps pour nous en tant que peuple de comprendre que ce processus est censé se dérouler sans violence. Les élections démocratiques sont la meilleure façon de valider un État démocratique. Alors je réitère ici mon appel à la paix. La participation, voilà l'autre enjeu de ce scrutin. Après une élection présidentielle contestée en raison de plusieurs fraudes, dénoncée tant au niveau logistique que dans la comptabilisation des résultats. Pour ce scrutin de samedi, le candidat du Parti travailliste constate là aussi des irrégularités. Par la grâce de Dieu, la volonté du peuple triomphera. Et ce gouvernement dont la validité repose sur des intimidations ne fera plus que partie du passé. Il y a eu beaucoup d'intimidations auprès des électeurs et tout ceci remet en cause l'ensemble du processus. Lagos, un enjeu politique crucial, à l'heure où la plupart des États sont gouvernés par l'APC ou le PDP. Selon les analystes de la vie politique nigériane, le poste pourrait pour la première fois en 2 décennies échapper à l'APC au pouvoir en faveur d'un gouverneur de l'opposition. Un bilan lourd après les manifestations de jeudi dernier au Sénégal dans la capitale Dakar en marge du procès de l'opposant Ousmane Sonko. 2 personnes ont été tuées. Le premier aurait été fauché par un pick-up et la seconde victime aurait essuyé des jets de pierre qui lui ont été fatales. Le bilan a été annoncé par la presse locale. À l'heure où l'on se parle, il n'y a pas de bilan officiel. Au Sénégal, où les tensions sont vives, à 1 an de l'élection présidentielle, des opposants au président sortant Macky Sall et des défenseurs des droits de l'homme dénoncent régulièrement un recul des libertés, une multiplication des arrestations et des poursuites à l'encontre de personnalités et sympathisants de l'opposition. Il y a aussi l'interdiction des manifestations, des tensions qui soulignent également l'incertitude entourant la succession du chef de l'État Macky Sall, qui laisse jusqu'à présent planer le doute sur un éventuel 3e mandat, ce que lui interdit l'actuelle Constitution. Le sommet des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est tenu ce 17 mars à Yaoundé au Cameroun en présence des 6 chefs d'État des pays membres.
Au menu des discussions, les conséquences économiques et financières de l'offensive russe en Ukraine, l'avenir du franc CFA, mais aussi la situation économique de la zone fortement fragilisée par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Il s'agissait également de discuter des réformes devant permettre de nouveaux programmes de financement. Reportage de nos envoyés spéciaux. Réunis au Palais de l'Unité de Yaoundé au Cameroun le 17 mars 2023, dans le cadre du 15e sommet de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, les chefs d'État de cette région ont échangé sur des questions d'intérêt commun. Il s'agit notamment des réformes en cours de la CEMAC, du financement des institutions de la sous-région par la taxe communautaire d'intégration, ou encore des conséquences de la crise russo-ukrainienne sur les économies de la sous-région, entre autres. Les défis qui nous interpellent dans notre marche vers l'intégration de nos pays sont nombreux et variés. Le monde change. La CEMAC ne saurait rester en marge de ce mouvement. La finance des réformes structurelles que nous avons entreprises dans le cadre du programme de réformes économiques et financières de la CEMAC trouve sa justification dans notre prise de conscience des mutations profondes en cours dans le monde et dans notre sous-région. Cette rencontre nous offre l'occasion d'examiner, entre autres, l'état de mise en œuvre de ce programme qui, je le rappelle, est, selon les experts, la voie à suivre pour consolider la vitalité économique de notre sous-région. En 2023, la croissance de la zone CEMAC devrait se situer à 3,3% contre 3,5% en 2022, selon les données officielles. Malgré la conjoncture économique mondiale difficile l'an dernier, la CEMAC a su faire preuve de résilience. Une situation qui s'explique par l'évolution des termes de l'échange et de la bonne tenue des secteurs clés des économies sous-régionales pour accélérer l'intégration sous-régionale, renforcer les acquis de la construction communautaire et améliorer les conditions des 51 millions d'habitants de la sous-région. L'une des priorités du chef de l'État camerounais durant son mandat à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Le président Paul Biya a invité ses pairs à renforcer les actions de lutte contre l'insécurité. L'une des menaces qui pèsent sur le développement de la CEMAC est bien entendu l'insécurité causée par les groupes armés internes et transfrontalières qui infestent notre sous-région. Leurs activités sont d'autant plus pernicieuses que l'une de leurs attaques a coûté la vie à notre petit frère, le président Idriss Déby Itno. Elles obligent nos États à consentir d'énormes sacrifices en termes de dépenses de sécurité. Le sommet de Yaoundé aura montré une fois encore l'esprit de solidarité, l'atout majeur de la CEMAC. Cette cohésion s'est traduite dans les actes par la prise d'importantes résolutions et des audiences accordées par le président camerounais et ses homologues, Mahamat Idriss Déby du Tchad, Ali Bongo du Gabon. Dans le même sens, un accord pour la coopération dans l'exploitation des champs pétroliers et gaziers transfrontaliers a été signé en marge de ce sommet de la CEMAC entre le chef d'État Paul Biya et son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Sogo. Au terme des travaux, le président Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC depuis le 24 mars 2019, a passé le témoin au président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra. Au terme de ce sommet sous-régional, un accord a donc été conclu entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le président camerounais Paul Biya et le président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema Sogo sont parvenus à un accord sur l'exploitation pétrolière et gazière à la frontière des deux pays voisins. Ce cadre de coopération devrait permettre au Cameroun de développer ses infrastructures pour l'acheminement du gaz à travers des pipelines. Le Cameroun devrait notamment tirer profit des nouvelles installations gazières de Punta Europa en Guinée équatoriale pour le traitement de son gaz. 10 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence en raison de l'insécurité. Ces enfants se trouvent au Burkina Faso, au Mali et au Niger, où l'on assiste à une intensification des attaques terroristes, des violences dirigées également
contre les plus jeunes. Par exemple, au Burkina Faso, le nombre d'enfants tués au cours des 9 premiers mois de 2022 a triplé par rapport à la même période en 2021, d'après le bilan de l'ONU. Certains ont été victimes d'engins explosifs, improvisés ou de munitions. Face à cette insécurité grandissante, il faut accélérer l'aide aux victimes. Écoutez John James, porte-parole de l'UNICEF. Près de 4 millions d'enfants sont à RIC dans les États côtiers voisins du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Cela est dû aux hostilités entre les groupes de sécurité nationaux et les groupes armés qui se multiplient de part et d'autre des frontières. Aujourd'hui, l'UNICEF lance une nouvelle alerte enfants en attirant l'attention sur le risque de voir périr les enfants du Sahel central. Ces conflits n'ont pas de délimitation claire, mais lentement et sûrement, les choses ont empiré pour les enfants et des millions d'entre eux sont maintenant pris au centre de cette crise. Nous avons vu des groupes armés opérer d'une manière qui bloque le fonctionnement des villes et des villages. Et nous voyons également des attaques délibérées contre les points d'eau où les familles et les enfants vont pour obtenir leur eau. Plus de 8300 écoles dans ces 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont désormais fermées en raison de la violence et de l'insécurité. Ce sont des enseignants qui ont fui les écoles, ce sont des enfants qui ont trop peur d'aller dans les écoles, ce sont des familles déplacées, ce sont des bâtiments qui ont été attaqués et pris dans la violence. Au Burkina Faso, c'est plus d'un 5e des écoles fermées en raison de l'insécurité. En fait, c'est presque un quart maintenant dans le pays. Si l'Afrique n'est responsable que de 3,8% des émissions totales de gaz à effet de serre, le continent subit de plein fouet les effets dévastateurs du changement climatique, mais difficile pour l'Afrique de prendre le virage vers les énergies renouvelables à cause du manque de financement, un problème auquel le Togo est confronté, mais le pays affiche néanmoins ses ambitions à travers notamment un plan visant à mieux gérer le stockage de carbone. Philomentine. Le Togo ne cesse de multiplier les initiatives dans le but de faire face au changement climatique, dû notamment à l'augmentation de la température mondiale. À cet effet, le gouvernement togolais a examiné et adopté un projet de décret relatif au mécanisme de gestion du carbone mercredi 15 mars 2023. Le décret vise à stimuler le stockage du carbone. Le gouvernement, en rejoignant le mécanisme international de fonds carbone, espère en tirer des ressources complémentaires pour financer sa politique environnementale. L'adoption de ce texte mettra aussi le Togo sur le marché international du carbone. Enfin, nous espérons qu'il contribuera à l'engagement du gouvernement relatif à la mise en terre de 1 milliard de plans à l'horizon 2030. Ce mécanisme de gestion du carbone constitue une opportunité pour mobiliser les financements en vue de renforcer la résilience des populations togolaises face au changement climatique. L'adoption de ce texte qui fixe les règles relatives au mécanisme de gestion du carbone permettra également au Togo de respecter ses engagements internationaux en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le Togo, comme tous les pays en développement, émet moins de dioxyde de carbone, mais souffre plus des impacts du changement climatique. Au-delà des causes structurelles, le pays dispose de peu de moyens pour prendre des dispositions anticipatives susceptibles de réduire l'exposition et la vulnérabilité des humains et des biens face au changement climatique. Il faut rappeler que les crédits carbone sont un marché international où les grands pollueurs peuvent acheter le droit de pollution des pays dont le taux de pollution est faible comparé à leur taux d'émission ou des pays disposant de grands couverts forestiers servant de puits de carbone. Le stockage du carbone permet de limiter le réchauffement climatique. Ce processus naturel est réalisé par la végétation ainsi que les océans. À noter que le gouvernement du Togo procède à la réhabilitation de son couvert forestier. En 2022, ce sont plus de 5 millions d'arbres qui ont été plantés sur une superficie de plus de 8000 hectares à travers le pays. Pour rappel, le Togo s'est donné pour objectif global de planter 1 milliard d'arbres sur 10 ans à l'horizon 2030. C'était une simple formalité. Sans autre candidat, Gianni Infantino est réélu à la tête de la FIFA jusqu'en 2027. C'était lors du 73e congrès de l'instance au Rwanda. L'Italo-Suisse a donc été reconduit jeudi dernier par les délégués des 211 fédérations membres de la Fédération
international de football, Gianni Infantino, dont les principaux chantiers concernent notamment le passage de la Coupe du Monde masculine de 32 à 48 équipes à partir de l'édition 2026. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Frater Ndaka Isienga. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été réélu par acclamation lors du congrès historique de la FIFA qui s'est tenu à Kigali ce 16 mars 2023. Infantino entame ainsi un second mandat en tant que président de la FIFA pour les 4 prochaines années. Il s'est engagé à assurer la croissance continue du football mondial, une augmentation substantielle de la dotation de la Coupe du Monde féminine de la FIFA et bien d'autres chantiers pour le développement du sport dans le monde. Well, being of course, president of FIFA is an incredible honor. Être président de la FIFA est un grand honneur et un privilège incroyable, mais c'est aussi une grande responsabilité. Je suis très touché par votre soutien et je vous promets de continuer à servir la FIFA, à servir le football dans le monde entier et à servir les 211 associations membres de la FIFA. Serving all 211 member associations of FIFA. Pour la première fois de son histoire, un congrès électif de la FIFA s'est tenu en Afrique. Les travaux ont été ouverts par le président rwandais Paul Kagame. Dans son discours, le président Kagame a félicité le président Infantino pour sa réélection, le présentant comme l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le chef de l'État a touché plusieurs sujets, notamment l'interférence de la mauvaise politique dans le sport ou encore l'augmentation des équipes participant à la Coupe du Monde de football. Je vous félicite de l'augmentation du nombre d'équipes participant à la prochaine Coupe du Monde. Avec ce nouveau format, les places disponibles pour les équipes africaines seront presque doublées, ce qui renforcera encore l'engagement et la visibilité de notre continent. Ce qui est important, c'est le projet de continuer à développer le football en Afrique et d'ancrer ce sport sur le continent. Le président Infantino a également évoqué les changements imminents apportés aux Coupes du Monde de la FIFA des moins de 17 ans chez les garçons et chez les filles, qui verront ces tournois se dérouler sur une base annuelle, ainsi que le lancement des FIFA World Series et de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, révisée à 32 équipes, dans le but de donner aux équipes de toutes les confédérations davantage d'opportunités de s'affronter sur la scène mondiale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.